Il y a quelques jours, un objet volant non identifié a frôlé la Terre, sans que l'on comprenne pourquoi ni comment. Pas grand monde en a parlé et pourtant il a été plus proche que n'importe quel géocroiseur ces dernières années. Il est temps pour moi de vous raconter cela. Vous le savez, je ne suis pas spécialement friand des articles que l'on nous pond à chaque fois qu'un objet céleste s'approche de notre planète. On a certes des articles purement factuels, mais ceux qui suscitent le plus d'attention sont aussi les plus mensongers. C'est pas tant une fausse information qu'une information qui a été amplifiée jusqu'à l'absurde. Il n'y a qu'à prendre exemple sur l'astéroïde 2018 VP1, qui fait environ 2 mètres de diamètre, donc à peine la taille d'une voiture, et qui est passé à 400 000 km de la Terre. Simple, factuel. Mais il faut quand même rajouter qu'il va frôler la Terre, parce que ça peut être dangereux, alors que si on n'en avait pas parlé, personne ne se serait posé de questions. Le 16 octobre dernier, un objet céleste a mis fin à cette série de géocroiseurs faussement dangereux, puisque celui-ci l'était réellement. Il a été découvert le 18, c'est-à-dire 2 jours après son passage proche de la Terre. C'est au Chili qu'il sera détecté, plus précisément à l'ATLAS, l'acronyme pour Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Derrière cet acronyme un peu pompeux se cache un programme de surveillance des corps passant près de la Terre. Son système d'alerte s'est activé parce qu'ils ont découvert un truc de la taille d'un petit astéroïde qui file à vitesse grand V. Et quand on voit ça, au premier abord, c'est pas bon signe. Le lendemain, son appellation administrative est officialisée. Il s'appelle 2022 UQ1. C'est moche, mais c'est comme ça que l'on détecte des nouveaux objets dans l'espace. Et sachant qu'il y en a plusieurs centaines de milliers répertoriés dans le système solaire, on va pas s'amuser à chercher un petit surnom à chaque petite découverte. Et puis, ça garde le côté un petit peu scientifique mystérieux. Avouez que s'il s'appelait Gerceval par exemple, ça ferait tout de suite moins peur. 2022 UQ1 est un petit objet en orbite autour du Soleil. Mais son approche près de la Terre était suffisamment notable pour susciter une curiosité pour les astronomes. À l'aide de la technologie radar, on peut estimer sa taille, sa trajectoire, d'où il vient, pourquoi il est là et quelle direction va-t-il prendre dans le futur. Il ne pèse pas bien lourd et doit faire quelques dizaines de mètres tout au plus. Mais il est passé à 9000 km du centre de la Terre, soit environ 2700 km au-dessus de la surface terrestre. À l'échelle orbitale, 2700 km, c'est plutôt haut. À titre de comparaison, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ne survole la Terre qu'à 400 km d'altitude, en orbite basse. Mais à l'échelle planétaire, c'est pas grand-chose. C'est même la porte à côté. La Lune est 142 fois plus éloignée en moyenne que le passage de 2022 UQ1. C'est l'astéroïde qui est passé le plus près de notre planète depuis très longtemps, et qui mérite amplement son statut de géocroiseur qui frôle la Terre. Réellement cette fois-ci. Il est impossible de déterminer la probabilité de collision avec le plancher des vaches parce qu'on ne l'a découvert que 2 jours après. Mais si ce n'était pas le cas, cette probabilité d'impact aurait sans doute été très élevée. Attention cependant à ne pas tomber dans le délire catastrophiste, parce que si 2022 UQ1 avait pénétré l'atmosphère, cette dernière aurait eu raison d'elle, à la manière du bolide de Tcheliabinsk en 2013, à savoir une dislocation complète. Et oui, je parle souvent du bolide de Tcheliabinsk parce que c'est un excellent exemple. Un jour ou l'autre, il faudra que j'en fasse une vidéo. Alors, avant de crier aux extraterrestres, il faut d'abord chercher une hypothèse rationnelle. Et ça tombe bien parce qu'on en a trouvé une. Et pour bien comprendre, on va faire un petit bond dans le temps. Parmi les programmes spatiaux de la NASA, ceux qui font le plus parler d'eux en ce moment sont Artemis et Discovery. Artemis, c'est pour le retour sur la Lune, et Discovery est un programme lancé dans les années 90. Son objectif est l'exploration prolongée du système solaire, ses planètes, ses astéroïdes et ses lunes planétaires. Et cela ne concerne pas 1 ou 2 sondes spatiales, mais des dizaines. Parmi elles, certaines sont très connues, comme le rover Pathfinder ou l'atterrisseur InSight sur Mars, la sonde Messenger qui nous a fourni les plus belles images de Mercure, la sonde DART qui a récemment impacté un astéroïde et dont la mission a eu un succès retentissant ces dernières semaines, mais également Dawn, Juno, New Horizons qui a passé près de Pluton, j'en passe et des meilleurs. Celle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Lucy.
Elle n'est pas extrêmement connue ou médiatisée, mais son nom vient directement du squelette Lucy qui lui-même rend hommage à la chanson Lucy in the Sky des Beatles. Son objectif est de rendre visite aux astéroïdes troyens qui tournent autour du Soleil sur la même orbite que Jupiter, afin de les analyser et les photographier. Elle a été lancée le 16 octobre 2021, et bien qu'elle soit dans les cartons de la NASA depuis plus de 10 ans, sa mission est faite pour durer au minimum jusqu'en 2033. Dans la décennie qui va suivre, Lucy va s'approcher de plusieurs astéroïdes troyens. Sa trajectoire est calculée d'avance et les manœuvres sont réglées comme une horloge avec la plus grande précision qui soit. Autant vous dire que c'est un énorme bazar à gérer, parce qu'il n'existe pas de trajectoire rectiligne dans l'espace, mais uniquement en chute libre. Lucy cède de l'assistance gravitationnelle. Si vous observez attentivement ce graphique, vous constatez que la sonde doit passer 2 fois de suite près de la Terre pour ajuster sa trajectoire. Une fois en octobre 2022 et une autre fois en décembre 2024, afin de se rendre vers un astéroïde de la ceinture principale. Et oui, Lucy doit passer 2 fois près de la Terre pour ajuster sa trajectoire et ainsi économiser du carburant. Sauf que bon, octobre 2022, ça correspond quand même vachement au passage de l'OVNI 2022 UQ1, vous trouvez pas? Étrange, bizarre, coïncidence? Je ne pense pas. Lucy est passée près de la Terre à 300 km le 16 octobre, soit 1 an jour pour jour après son lancement. C'était prévu de longue date et l'altitude aussi. Il fallait prendre un maximum de vitesse pour repasser 2 ans plus tard et reprendre encore plus de vitesse. Sauf que l'on ne savait pas qu'un autre objet venant de la même direction qu'elle allait frôler la Terre dans la même période. Le 20 octobre, soit 4 jours après le survol, on se rend enfin compte qu'en fait, il s'agit de son propulseur d'appoint. Les propulseurs d'appoint, ou boosters en anglais, sont des petits étages qui aident le lanceur principal à décoller en lui fournissant un carburant supplémentaire et donc un meilleur rendement de poussée. Cela permet de mettre une charge utile en orbite autour de la Terre plus facilement. L'un des meilleurs exemples, c'est la navette spatiale américaine. Le propulseur d'appoint de Lucy s'appelle le Centaur RB Booster, et il est parti valdinguer sur une orbite solaire. Les agences spatiales essayent de rafistoler un maximum leurs propres composants, donc ça va du premier étage, voire du second, et puis même les boosters. Sauf que pour Lucy, ça n'était pas le cas. Son propulseur d'appoint est devenu un débris spatial, donc quand la sonde s'approche de la Terre, techniquement lui aussi. Il est passé à moins de 2700 km de notre planète de manière totalement incontrôlée, et son changement de trajectoire n'est pas le même que la sonde. Ce qui veut dire qu'ils ne se croiseront plus jamais, ou en tout cas n'auront plus jamais la même direction. Pour l'instant, 2022 UQ1 va se contenter d'une orbite solaire proche. En mars 2023, son périhélie le fera passer à quelques millions de kilomètres de l'orbite de Mercure, avant de revenir à son point initial d'octobre au mois de juillet 2023. Avouez au moins que c'est quand même bien plus classe qu'un simple astéroïde géocroiseur qui passe 10 fois plus loin que l'orbite de la Lune. Les propulseurs d'appoint, ou les étages des lanceurs, représentent néanmoins un gros problème de pollution orbitale dans l'espace. Parmi les sondes qui s'éloignent de notre planète, donc Voyager 1 et 2, Pioneer 10 et 11 et New Horizons, il y a également leurs propulseurs d'appoint. Alors forcément, on en parle beaucoup moins parce que ce sont des réservoirs vides, mais ils font quand même partie de la liste factuelle, matérielle des objets qui s'éloignent de la Terre et qui partent valdinguer dans l'espace interstellaire. Et vu que Pioneer 10 et 11 possèdent des plaques avec des messages à destination d'une vie extérieure, ce serait quand même sacrément dommage qu'une civilisation extraterrestre ne découvre qu'un réservoir vide et sans intérêt, et pas les sondes en question. Surtout que des exemples comme ça, on n'en manque pas. On en trouve même à la pelle. En 2020, l'objet 2020 SO est passé près de la Terre sans pour autant être identifié comme un astéroïde. Après une interrogation de plusieurs jours, on se rendra finalement compte qu'il s'agissait là d'un ancien booster d'un lanceur Centaur lancé dans les années 60. En décembre 2002, l'astronome Bill Young détecte un objet qui va être nommé J002E3, qui va également passer près de la Terre, avant de se rendre compte qu'en fait, c'était le 3e étage de la fusée Saturne V qui emmenait les astronautes Apollo 12 vers la Lune en novembre 1969. Le débris spatial s'était barré sur une orbite solaire, puis est revenu avant de repartir.
En janvier 2022, le second étage d'une Falcon 9 de chez SpaceX s'est paumé dans l'espace avant d'adopter une trajectoire incontrôlée de collision avec la Lune. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Vous l'aurez compris, les débris spatiaux deviennent un problème conséquent. Et bien que cela ne représente pas un danger immédiat pour votre intégrité physique, les astronomes doivent s'attendre à confondre de plus en plus souvent des astéroïdes pour des débris de fusées. Malgré les conclusions que certains peuvent en tirer, les sondes spatiales sont essentielles à la bonne compréhension de notre système solaire. Et les lois de la physique ne nous permettent pas de faire mieux à l'heure actuelle. Les agences spatiales sont conscientes du problème, mais sachez que c'est la moins pire des méthodes que l'on a. Tout ceci prouve une chose. Le plus dur dans l'espace, c'est de se mettre en orbite autour de la Terre. Une fois que c'est fait, vous avez fait la moitié du chemin pour aller vers où vous voulez. La sonde New Horizons, faisant à peine la taille d'une voiture, est quand même partie survoler la planète Pluton. Voyager en chute libre et traverser le système solaire au fil des années, on sait le faire. Et c'est une méthode très économe en carburant grâce à l'assistance gravitationnelle. On s'aide de l'attraction des planètes pour aller plus vite. Mais pour ça, il faut aller en orbite terrestre. Et c'est ce qui demande le plus d'énergie. Et donc, avoir des premiers étages, des seconds étages, des propulseurs d'appoint qui se perdent et qu'on le retrouve à l'état de débris spatiaux. C'est malheureusement le prix à payer pour ce genre de manœuvre. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur le voyage interstellaire. Et puis aussi vous abonner à ma chaîne, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. À très bientôt.